Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 8 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Matt. Salut Nima, content de te revoir. Matt, j'aimerais commencer par les nouvelles attaques. On a eu des attaques iraniennes, parce que les États-Unis d'ailleurs. Commençons par la clause. La clause 5 du protocole d'accord dit que l'Iran doit gérer le détroit d'Ormuz. Ils doivent garantir la libre circulation dans le détroit pendant 60 jours. Et après cette période, ils vont le gérer avec un nouveau mécanisme qu'ils vont définir eux-mêmes. Et là, on voit les États-Unis arriver dans le détroit d'Ormuz, essayer de le redéfinir et de tracer une nouvelle voie dans la partie sud du détroit. Et puis, les Iraniens les ont attaqués, ont frappé les cibles. Vous savez, certains pétroliers dans la partie sud du détroit. Ensuite, les États-Unis ont attaqué l'Iran la nuit dernière, dans le sud du pays. L'attaque a été plus intense que les précédentes, et il semble que l'Iran ait essayé de faire passer un navire de guerre par le détroit d'Ormuz, ce que la partie iranienne a tenté d'éviter. Ils ont forcé le navire à sortir du détroit. Je ne sais pas s'il y a eu un impact sur le navire. Rien n'a été signalé. Puis on voit l'attaque américaine arriver, et Donald Trump, comme on l'a appris aujourd'hui, a déclaré que le protocole d'accord était terminé et qu'ils allaient revenir. Il a même dit que, peut-être ce soir, il allait attaquer l'Iran à nouveau. Du côté iranien, ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est que si quelque chose se produit ce soir, la réponse sera très ferme. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Je ne sais pas quelle forme cette réponse prendrait. La réaction à l'attaque américaine. Quelle est votre compréhension du protocole d'accord ? Nous avons la clause 5, comme je l'ai dit, le paragraphe 5, et il semble que Donald Trump et son administration considèrent que ce paragraphe leur donnait une certaine légitimité pour traverser le détroit d'Ormuz et emprunter différentes routes. De son côté, l'Iran affirme « Non, nous gardons le contrôle du détroit ». Quelle est, selon vous, la situation actuelle ? Pour la première fois, Donald Trump et les gardiens de la révolution sont d'accord pour dire que le protocole d'accord est terminé. Voilà où nous en sommes. Eh bien, vous savez, Donald Trump, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a dit il y a seulement quelques heures qu'il ne pensait pas qu'ils allaient retourner en guerre. On lui a demandé si c'était un retour à la guerre. Et il a répondu qu'il ne le pensait pas. Il a aussi dit qu'il pourrait attaquer ce soir, mais qu'il ne donnait pas d'ordre pour autant. Et d'après les dernières nouvelles venant de Washington, il ne semble pas que quelqu'un au Pentagone dise qu'une attaque est prévue pour ce soir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Vous savez, Donald Trump et les Américains en général peuvent dire une chose et ensuite faire le contraire, trahir, se dédire. Enfin voilà. Donc oui, c'est bien ce à quoi on est confronté ici. Essayer de deviner ce qui va se passer ensuite, c'est justement cette imprévisibilité de Donald Trump. Le protocole d'accord est, disons, très clair à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Les Américains affirment que le 5e paragraphe du protocole ne donne pas à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz. Ce qu'il dit, ou plutôt ce que certains interprètent, c'est que l'Iran doit, en gros, maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Encore une fois, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est l'interprétation américaine, européenne et aussi celle de beaucoup d'États du Golfe, selon laquelle non, ce texte ne donne pas à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz. Oui, enfin, de toute façon, on aura toujours ce genre de divergence. Le protocole d'accord est aussi très clair sur certains points. Par exemple, il dit qu'il faut un cessez-le-feu, y compris au Liban, et que l'intégrité territoriale du Liban doit être respectée. Mais ensuite, on voit des interprétations différentes, venant des Américains, des Israéliens, des Européens, des États arabes du Golfe, qui disent, en gros, non, ça ne veut pas dire que l'armée israélienne doit se retirer. Ou encore,
L'intégrité territoriale, ce n'est pas la souveraineté ou quelque chose dans ce genre. Bref, je pense qu'on risque de voir une nouvelle série de frappes cette nuit. Ça pourrait même durer quelques jours. Mais je ne crois pas que le statu quo va être abandonné. Je ne sais pas si le protocole d'accord sera vraiment mis en œuvre, ni si les négociations vont reprendre. À mon avis, elles finiront par reprendre. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que ces derniers jours, une trentaine de navires, environ 36, ont réussi à passer par le détroit d'Ormuz. C'est seulement un cinquième de ce qui se faisait chaque jour auparavant. Mais on a aussi vu entre 10 et 15 millions de barils de pétrole passer chaque jour par le détroit d'Ormuz. Et je pense que c'est ça le plus important pour tout le monde. Alors oui, il y aura de la violence, il y aura des actions militaires, il y aura même des affrontements assez sérieux. Mais ce ne sera pas un retour à la guerre. Parce que, franchement, je ne vois pas en quoi ce serait dans l'intérêt de qui que ce soit en ce moment. À part peut-être les Israéliens, bien sûr. On verra bien ce qui va se passer. Je sais que je ne dis rien de très tranché, mais je pense qu'on va continuer à voir ce statu quo se maintenir. Des négociations qui reprennent puis qui s'arrêtent. Ils vont s'insulter, ils vont se battre de temps en temps. Mais l'idée, c'est que le commerce va continuer à reprendre. Et c'est ça, au fond, qui compte le plus pour tout le monde. Voici la clause numéro 5, celle dont on a parlé tout à l'heure. Laissez-moi juste la ding. Ah, super. Oui, il est écrit qu'à la signature de ce protocole d'accord, la République islamique d'Iran prendra des dispositions en déployant tous ses efforts pour assurer le passage sûr des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours, uniquement entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement, et compte tenu de la nécessité de retirer les véhicules tactiques, les obstacles militaires et de procéder au déminage par la République islamique d'Iran, ces opérations seront engagées dans un délai de 30 jours. La République islamique d'Iran mènera un dialogue avec le gouvernement omanais pour définir la future administration et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du golfe Persique, conformément au droit international applicable et au droit souverain des États côtiers du détroit d'Ormuz. Voilà. Oui. D'accord. Donc on peut comprendre cette première partie. On voit bien comment les Américains peuvent dire « on va prendre des dispositions », ce qui pour eux veut dire que les Iraniens ne tireront plus sur les navires. D'accord. Mais on peut aussi lire ça autrement. On va prendre des dispositions, ça peut vouloir dire « ah, vous prenez la responsabilité, c'est vous qui allez gérer le détroit d'Ormuz ». Voilà, en fait, c'est assez vague pour que les deux camps puissent en débattre, que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est ce retour du transit, avec, vous savez, quelques dizaines de navires chaque jour, et cette tentative de restaurer la confiance dans les marchés du transport maritime et dans le secteur de l'assurance, pour montrer que les navires peuvent à nouveau passer. En parallèle, l'Iran et Oman cherchent à trouver un accord avec les autres États du Golfe pour mettre en place un mécanisme de péage, de frais, de redevances, peu importe le nom qu'ils lui donneront. Et je pense que ce processus va continuer progressivement, parce que, franchement, je ne vois pas, même avec la folie et l'irrationalité de Donald Trump, ni avec le zèle sioniste déchaîné de Marco Rubio, je ne les vois pas nous ramener vers la falaise économique vers laquelle on se dirigeait au moment où ce protocole d'accord a été signé. Encore une fois, le grand point d'interrogation, c'est Israël. Que vont faire les Israéliens? Mais je pense que dans les prochains mois, on va voir la même chose se répéter, une sorte de retour à la guerre, sans que ce soit vraiment la guerre. Les protocoles d'accord vont être déchirés,
Non, ils vont se retrouver, mais de manière indirecte à Doha, encore une fois. Je pense qu'on va assister à ce va-et-vient en continu. Et puis, après les élections américaines, je pense que les États-Unis, la Maison-Blanche, prendront une décision. Est-ce que ce conflit et cette paix feront partie de l'héritage de Donald Trump? Ou bien, est-ce qu'un retour à la guerre sert mieux ses intérêts politiques? Et encore une fois, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que je le dis, que feront les Israéliens? Oui, exactement. Je pense qu'en ce moment, la principale préoccupation des Israéliens, c'est le sommet de l'OTAN et ce qui se passe entre Donald Trump et la Turquie. Oui, ils sont vraiment en colère. Oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Benjamin Netanyahou en a parlé encore et encore dans toutes les interviews qu'il a données aux États-Unis, à propos justement des États-Unis et de la manière dont il voit les choses, notamment le rapprochement entre les États-Unis et la Turquie. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour Donald Trump, il l'a dit aujourd'hui, en gros, le président turc déteste Benjamin Netanyahou, il n'aime pas Benjamin Netanyahou, et Benjamin Netanyahou n'aime pas Erdogan. Il faut rappeler aux gens que si on remonte à 8 ou 15 ans en arrière, la Turquie et Israël entretenaient de bonnes relations. Leurs armées faisaient même des exercices ensemble. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut évoquer pour expliquer comment on en est arrivé là. Surtout la belligérance, l'agressivité et le génocide commis par Israël. Mais on voit aussi maintenant les Israéliens faire des exercices conjoints avec les Grecs, non? Je veux dire, je suis sûr que Netanyahou et les autres Israéliens n'ont rien de positif à dire sur les Turcs, mais ils sont complètement fascinés par les Grecs. Et on a vu aussi, il y a une semaine ou deux, que le gouvernement israélien a reconnu le génocide arménien, quelque chose qu'il refusait de faire depuis des décennies. Et maintenant, tout à coup, ils estiment que le génocide arménien était bien réel, vous voyez? Enfin, ce qu'il était, bien sûr. Mais disons que cela traduit clairement une inquiétude. La peur que la Turquie devienne le prochain ennemi de d'Israël, le remplaçant de l'Iran, en quelque sorte. On voit cette idée se développer depuis des années en Israël. Et maintenant, le fait que l'administration Trump puisse laisser les Turcs obtenir des F-35, eh bien, c'est perçu comme un grand danger pour Israël. Parce que Israël considère la Turquie comme son prochain adversaire. Après avoir vaincu l'Iran, qui d'autre? Si vous êtes une nation colonisatrice, une nation fondée sur la conquête, la violence et l'agressivité, il vous faut toujours un nouvel ennemi, n'est-ce pas? C'est comme pour les États-Unis. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, qui allait être le prochain? On ne peut pas. Votre récit a besoin d'un méchant. Et donc, pour les Israéliens, ce rôle-là, ce sont les Turcs qui le jouent maintenant. Oui, à l'instant, on vient d'apprendre qu'il y a des explosions à Bandar Abbas, dans la ville de Bandar Abbas, au sud de l'Iran. Il semble que les attaques des États-Unis aient commencé en ce moment, à la fois à Bandar Abbas et à Sirik. Et voici la situation sur la carte du détroit d'Ormuz. Eh bien, tu sais ce que je trouve intéressant, Nima, c'est que les Américains limitent leurs frappes à cette zone côtière, tout au sud, ou autour du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Ils n'ont rien touché en dehors de cette région depuis plusieurs semaines. Donc, tu vois, on verra. Je dis ça, et tu vas voir, pendant qu'on en parle, ils vont frapper Téhéran ou quelque chose comme ça. Mais il me semble que les Américains veulent garder une certaine proportion, si on peut dire, en maintenant leurs opérations dans une zone bien délimitée. Ce que les Iraniens, eux, ne font pas. Les Iraniens frappent où ils veulent, et on verra s'ils décident ou non de s'en prendre aux bases militaires américaines en Arabie Saoudite, en Jordanie
ou aux Émirats, qui sont toutes essentielles aux opérations américaines dans la région. Donc oui, on va devoir attendre et voir. Oui, je pense, Matt, attends. Laisse-moi parler du détroit d'Ormuz, parce que ça ne montre pas que... Voilà, tu vois la partie sud du détroit. On ne voit aucun ancrage ni aucun navire qui passe. Et tout tourne autour de cette ligne. Voilà. Et pas beaucoup de navires là-bas, comme tu peux le voir. Non, pas vraiment. Mais comme tu dis, rien, enfin quelques-uns, c'est toujours mieux que rien dans le couloir d'Oman. Ouais, c'est... Je pense que ce soir, on va avoir, vous savez, pas mal d'affrontements. Parce que l'Iran a dit aujourd'hui qu'ils allaient répondre immédiatement. On va voir ce qui va se passer. Je comprends pas. La nuit dernière, ils ont attaqué. Et Donald Trump a dit que ce soir, on allait attaquer à nouveau. C'est pour ça que je me méfie de ce que l'Iran a visé et qui met Donald Trump dans un tel état de colère. Oh, je ne sais pas. Parce qu'ils ont attaqué, l'Iran a attaqué les pétroliers. Donc ils ont répliqué hier soir. Quelle était la signification de l'attaque de ce soir? Je pense, pour continuer, que tout ça n'a rien d'autre qu'un aspect de mise en scène. C'est juste pour que les gros titres soient favorables aux États-Unis, pour qu'on dise que les États-Unis ont réagi avec plus de force, qu'ensuite l'Iran a riposté et que les États-Unis ont frappé encore plus fort. Je ne crois pas qu'il y ait plus que ça. C'est surtout pour le communiqué de presse, pas forcément qu'ils détruisent des choses, qu'ils frappent des cibles ou qu'ils tuent des gens. Je ne veux pas minimiser ça, bien sûr. Mais encore une fois, ils maintiennent tout ça limité, autant qu'on le sache, dans la zone du détroit d'Ormuz. Ils ne cherchent pas à étendre le conflit à l'intérieur de l'Iran. Mais évidemment, l'Iran peut décider de le faire s'il le veut. Alors, on verra si l'Iran décide ou non d'attaquer à nouveau les bases, que ce soit en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Iran, aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs. Mais bon, combien de temps on continue comme ça, ce va-et-vient? Peut-être quelques jours, le temps de leur donner une leçon, puis le trafic maritime reprend, et ensuite les Américains refont la même erreur. Ils essaient encore de faire passer des navires par ce couloir sud le long d'Oman et de l'Iran. On voit bien comment ça peut continuer indéfiniment, d'un côté puis de l'autre. Et pourquoi les Américains insistent autant là-dessus? Pourquoi ne poussent-ils pas simplement les autres États de la région à s'entendre avec les Iraniens, pour qu'on revienne à 150 navires par jour? Tu sais, Nima, très souvent, on s'assoit ici, on a ces discussions, on réfléchit à tout ça, et on en parle comme si on avait affaire à des acteurs rationnels. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je veux dire, je regardais Donald Trump aujourd'hui, pendant son intervention à l'OTAN. D'abord, je veux juste dire, au cas où on n'en parlerait pas, qu'un journaliste danois, Mark Rutte, a posé une excellente question au secrétaire général de l'OTAN. En gros, il lui a demandé « Comment pouvez-vous avoir un minimum de respect pour vous-même quand vous vous tenez à côté de Donald Trump ?» Franchement, c'est une question formidable. Mais en le regardant faire ses commentaires, assis là, avec Hegseth à ses côtés. Il a Rubio avec lui, il a Stephen Miller là-haut à ses côtés, Scott Bison est là aussi. Aucun de ces hommes n'est rationnel. Et c'est bien là le problème quand on essaie d'analyser tout ça, d'en parler. On aborde ces choses de manière rationnelle ou historique, ou avec une certaine sagesse acquise en étudiant l'histoire, la politique, l'actualité. Et puis on se retrouve face à Donald Trump et sa bande de fous furieux. Et là on est déconcerté, parce qu'on ne peut pas prévoir ce que ces, disons, maniaques ont l'intention de faire. Et on peut très bien extrapoler à partir de là.
Oh, le pauvre Matt, la pauvre Nima. Leur émission n'est pas terrible. Tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas, enfin, à prédire avec précision ce que Donald Trump va faire. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que tu vois, personne d'autre au monde n'y arrive non plus. Et si c'était la Chine, et si c'était la Russie, et si c'était l'Iran, ou le Pakistan, ou les Omanais, ou Bahreïn, enfin n'importe lequel de ces pays, tu vois. Et même Donald Trump lui-même. Oui, Donald Trump lui-même. Exactement. Enfin oui. Tu vois, il y a quelque chose aujourd'hui qui est vraiment inquiétant. Je ne sais plus qui l'a signalé. Peut-être que c'était Al Jazeera. Quelqu'un a fait remarquer que Donald Trump, quand il parlait à l'OTAN de la Turquie, en vantant les Turcs, en disant à quel point ils sont formidables, Erdogan et tout le reste, il a dit quelque chose du genre « Ah, la Turquie aurait pu entrer dans la guerre, mais elle ne l'a pas fait. Vous savez, c'est probablement à cause de moi. » Et donc, l'idée, c'est qu'il ne parlait pas de la Turquie qui aurait pu rejoindre la guerre aux côtés des États-Unis. En fait, dans sa tête, la Turquie allait entrer en guerre du côté de l'Iran. Ce qui, enfin, je veux dire quoi? Donc oui, il a vraiment dit ça. Je veux dire, c'est comme dire, oh, l'Allemagne va entrer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, du côté de la Russie, tu vois, ou quelque chose comme ça. Enfin, peut-être tu sais, mais alors, qu'est-ce qu'il sait vraiment? De quoi est-il réellement conscient? Et puis on a tous vu ces vidéos encore et encore, diffusées par CNN, MSNBC, Le Post ou d'autres, où on voit Donald Trump se contredire dans la même conférence de presse. Il dit une chose, et 15 minutes plus tard, il dit exactement le contraire. Donc, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas mentalement apte. Et franchement, mon Dieu, c'est tellement dangereux. On vient donc d'établir un nouveau pays sur cette planète, la République islamique du Japon. Il a vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Il a dit qu'ils avaient utilisé 111 missiles. La République islamique du Japon nous a attaqués avec 111 missiles. Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais. C'est vrai, je me trompe souvent en parlant. Je mélange des choses. Il m'arrive de mal prononcer certains mots. Les gens me le font remarquer dans les commentaires, et franchement, je leur en suis reconnaissant. Mais vous savez, je pense pas, enfin, je crois pas être mentalement incompétent pour autant. Je veux dire, les gens, la République islamique du Japon, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, je veux dire... La combinaison est juste. Oui, c'est facile, surtout si on parle, tu vois, de la région. Oui. Quand on parle de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, tout commence par un « i ». C'est facile de s'emmêler les mots et de dire une bêtise, non? Mais ce serait encore autre chose si on disait par exemple « Irlande ». Je voulais dire « Iran ». J'ai dit « Irak ». Bon, ça arrive. Mais imaginez que vous vouliez dire « Iran » et que vous disiez « Irlande » ou un truc du genre. Et alors le Japon, n'en parlons même pas. Ça ne commence même pas par un « i ». Je veux dire, sans parler de République islamique. Oui, enfin voilà. On se retrouve dans une situation où, comme on l'a déjà dit, l'histoire de Donald Trump pourrait très bien s'intégrer dans l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain d'Edward Gibbon. Cette idée d'un roi fou, d'un empereur dément et de sa cour tout aussi folle, cette bande de cinglés qui l'entoure. Donc oui, on peut très bien imaginer ce que doivent penser les Iraniens. On peut imaginer être n'importe qui, les Canadiens, les Mexicains, peu importe, et devoir gérer ce genre de situation avec eux. Oui, mais je pense que la réalité des stocks de pétrole, la réalité des marchés, je crois que, quelle que soit la brume ou la confusion qui règne dans la tête de Donald Trump, c'est assez fort, assez lourd ou assez précis pour percer cette brume et cette confusion.
et qui comprend. Donc, je pense qu'il a peut-être saisi qu'il doit trouver un équilibre entre le fait de maintenir le statu quo, d'essayer de stabiliser l'économie mondiale, tout en lançant en même temps un peu de viande rouge à sa base. Vous voyez? Offrir quelque chose à ses amis de Fox News, aux néoconservateurs, aux sionistes au Congrès, pour éviter que Marco Rubio ne démissionne en signe de protestation ou autre chose du genre, et aussi pour apaiser les Israéliens et aller dans leur sens. Je veux dire, on a cette réunion qui arrive avec Trump et Netanyahou, et c'est la première depuis que Netanyahou est venu à Washington, pour convaincre le président que le changement de régime serait facile dans cette guerre avec l'Iran. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une réunion terrible, froide, que Trump lui passe un savon, qu'il le traite comme il avait traité Zelensky l'an dernier. Mais on sait bien que ça n'arrivera pas. Autant on aime tous imaginer, ou même espérer, une rupture entre les Américains et les Israéliens. En juin, je crois qu'on était fascinés par cette idée, parce qu'avec Donald Trump, il y a toujours une possibilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous revenus sur Terre à ce sujet. Oui, oui. Je pense que, dans le cas d'Israël, il faut aussi montrer comment d'autres pays, en dehors de la région, subissent les conséquences du chaos dans le détroit. C'est l'un des points essentiels. Vous savez, aujourd'hui, on a appris que le vice-chancelier allemand a déclaré que la guerre irresponsable de Trump avec l'Iran avait réduit de moitié la reprise économique qu'on attendait pour cette année. Voilà une partie du problème. Ce n'est pas seulement une question entre l'Iran et les États-Unis. C'est surtout que l'économie mondiale est sous pression à cause de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Après la signature du protocole d'accord, beaucoup de gens pensaient qu'on avançait enfin. Mais en réalité, il ne se passe rien. C'est juste. Non, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, ça fait des mois que je le dis. Ils doivent simplement arriver à un point où ils peuvent trouver un modus vivendi, tu vois, et que ça continue comme ça. Et peut-être que c'est dans leur intérêt de maintenir une guerre, peut-être pour le gouvernement iranien, pour le gouvernement américain, pour le gouvernement israélien. Ils ont besoin les uns des autres comme ennemis. Non? Ils ont besoin que cette guerre continue. Ils ont besoin de cette idée d'être des gouvernements en temps de guerre pour leurs propres raisons politiques internes. Il y a une forme d'attraction là-dedans, et aussi l'idée qu'on peut la vendre des deux côtés. Les Israéliens le font, mais les Américains et les Iraniens aussi. Les Iraniens, honnêtement et à juste titre, peuvent dire qu'ils ont tenu tête aux Américains, aux Israéliens, aux États arabes, qu'ils ont remodelé le Moyen-Orient à leur manière, qu'ils ont restauré la souveraineté iranienne, qu'ils ont remporté une victoire, dans le sens où ils contrôlent désormais le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Les Iraniens ont ça. Les Américains, eux, ont les mensonges de Donald Trump. Mais pour Donald Trump, ça suffit, non? Enfin, oui, je veux dire, qu'est-ce qui peut vraiment en sortir de plus? On verra bien, on verra. Et on a, je pense, deux grands moments charnières. Les élections israéliennes, qu'elles aient lieu en septembre ou en octobre, et puis les élections américaines en novembre. Je pense, Matt, que ce qui s'est passé en Iran, avec la procession funéraire du défunt guide suprême, a montré. Vous savez, quand je vois des Iraniens en dehors de l'Iran, des Iraniens de la diaspora, je dirais que beaucoup d'entre eux, même ceux qu'on considère comme des experts en Occident, n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment en Iran. Franchement, ils ne comprennent pas. Je vous l'ai dit, je suis retourné en Iran après 12 ans, et c'était un changement énorme dans la société iranienne. 12 ans quand même. Et pour beaucoup de ces gens-là, eh bien, beaucoup n'ont jamais mis les pieds en Iran, ou une fois, peut-être deux. Certains y sont nés, puis ils sont partis, et ils n'y sont jamais retournés.
Mais en ce moment, dans les grands médias, à chaque fois qu'ils veulent parler de l'Iran, qu'ils cherchent des informations sur l'Iran, ce sont toujours les mêmes personnes qu'ils sollicitent. Ce sont leurs principales sources. Et franchement, quand je les entends, je me dis qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils connaissent bien mieux les États-Unis que l'Iran. La plupart d'entre eux vivent aux États-Unis depuis des années. Ils connaissent la société américaine, ils connaissent son système politique. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en Iran. Et je pense que cette cérémonie funéraire met tout ça en évidence. Oui, oui. Je veux dire, on a vu la même chose avec tellement d'autres groupes d'expatriés. Pour moi, l'exemple le plus parlant, ce sont les Irakiens, mais je l'ai aussi constaté avec les Afghans. Quand on parle à ces gens censés représenter leur pays, certains n'y ont jamais vécu. Ils sont juste de la deuxième génération. Et la façon dont ils en parlent est tellement inexacte ou tellement simpliste que, enfin, le moment où je t'ai vu le plus en colère, Nima, c'était avant le début de la guerre. On discutait du plan, de ce qu'ils voulaient vraiment accomplir. On parlait de cette idée de changement de régime et du fait qu'ils allaient pousser les Kurdes ou les Baloutches ou d'autres encore à se soulever. Et là, tu t'étais vraiment mis en colère. Je me souviens m'être dit, j'espère qu'ils ne pensent pas que je pense ça. J'essaie juste de répéter ce qu'ils disent, tu vois? J'y crois pas, mais c'est bien ce qu'eux pensent qui va arriver. C'est d'ailleurs le moment où, en toutes ces années qu'on fait ça ensemble, je t'ai vu le plus agacé, parce que c'est tellement absurde comme tu le dis. Et maintenant, évidemment, cette démonstration de solidarité, d'unité nationale, de foi en leur pays, oui, elle a été clairement visible cette dernière semaine. Et maintenant, on voit la même chose en Irak, à Najaf. Et on verra demain à quoi ça ressemble quand ils le ramèneront chez lui pour l'enterrer. Et ils disent que ça va être le plus grand jour de tous. Ils sont très inquiets de la façon dont ça va se passer, parce qu'il va y avoir une foule immense. Mais oui, c'est très probablement le plus grand enterrement de toute l'histoire de l'humanité. Et ici, en Occident, on le remarque à peine. On ne s'en rend presque pas compte. Je dirais même que la couverture sur une chaîne comme Al Jazeera est restée très discrète. Donc je pense que certaines autres chaînes internationales ont hésité à en parler à cause de la pression éditoriale. Mais aussi, je crois, parce qu'elles ont le sentiment de s'être trompées après toutes ces années à en parler. Ce grand discours sur la dissidence en Iran, sur le fait que tout le monde détesterait le gouvernement, qu'ils n'attendraient qu'une chose, que quelqu'un vienne leur larguer des bombes pour qu'ils soient enfin libres. Eh bien, tout ça, ça vole en éclats. Et il faut le dire aussi, ce n'est pas la première fois qu'on voit une démonstration publique de soutien à leur pays, d'unité nationale, de solidarité, de défi. On en a vu tout au long de ces derniers mois, y compris pendant les combats de mars et d'avril, pendant les campagnes aériennes. Des millions d'Iraniens sont descendus dans les rues, partout dans le pays, pour soutenir leur nation face à cette guerre menée contre eux par des puissances étrangères. Sous un ciel ouvert, avec des drones, des avions de chasse, des missiles, tout ce qu'on veut. Ils ont défié cette guerre. Ils ont montré leur solidarité avec leurs compatriotes, hommes et femmes, et leur soutien à leur gouvernement. Écoutez, il y a plus de 90 millions d'habitants là-bas. Bien sûr qu'il y a des gens contre le gouvernement. Tous les gouvernements ont des opposants. Moi, je suis contre à peu près tous les gouvernements du monde. Je ne suis même pas sûr qu'il en existe un seul qui ne mérite pas d'être renversé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ces gens-là veulent voir ce genre de violence s'abattre sur eux. Ils ne veulent pas voir une puissance étrangère, vous savez, renverser leur gouvernement,
ni voir quoi que ce soit qui viendrait saper ce qu'ils ont accompli au fil des décennies, aussi imparfait que cela puisse être. Alors, ces funérailles, encore une fois, peut-être les plus grandes de toute l'histoire de l'humanité, ont vraiment bouleversé le récit occidental. Et cela devrait, en principe, faire honte, embarrasser et ramener à plus d'humilité beaucoup de commentateurs, de journalistes et de responsables politiques occidentaux. Mais non, ils feront simplement comme si rien ne s'était passé, ou ils trouveront des excuses, ou ils diront que « oh, toutes ces personnes ont été payées » ou peu importe. Ou bien, ils inventeront un autre mensonge et diront « ah, au fait, Trump a dit que 55 000 Iraniens avaient été tués. » Oui, voilà. Et quand même, le réseau des droits humains financé par les États-Unis, celui qui est censé surveiller tout ça, affirme qu'environ 7 000 personnes ont été tuées. Et puis, souvenez-vous, le président Trump lui-même a dit qu'il avait envoyé des armes. Scott Bessent s'est vanté d'avoir fait s'effondrer l'économie iranienne. D'anciens responsables de l'USAID ont témoigné avoir envoyé des dizaines de milliers de terminaux Starlink en Iran. Et puis, bien sûr, J.D. Vance a parlé d'utiliser les Kurdes pour renverser le gouvernement iranien. Sans oublier les Israéliens, qui se sont vantés d'avoir envoyé des armes et d'avoir des agents du Mossad un peu partout en Iran pour attiser, déclencher et soutenir les manifestations iraniennes en décembre et en janvier. Tout ça, on l'ignore. Tout ça, on le balaie d'un revers de main. Ils font comme si ça n'avait jamais été dit, ou comme si c'était une théorie du complot. Eh bien non, c'était la réalité. Et c'est bien ça le problème. On se heurte sans arrêt à ce mur, à ce refus de reconnaître la réalité, de la part de ceux qui contrôlent nos médias, notre politique, notre économie. On est coincé à devoir vivre avec ces rêveurs, ces menteurs, ces fabulateurs qui inventent des choses et veulent ensuite qu'on les croie. Mais comme on le voit, avec ces dizaines de millions de personnes qui se mobilisent, ces photos, ces vidéos, elles ne mentent pas. Matt, l'une des principales inquiétudes de Benjamin Netanyahou, c'est la façon dont Donald Trump parle de vendre des F-35 à la Turquie. Il dit que ça changerait l'équilibre dans la région. En clair, la Turquie obtiendrait une sorte d'avantage sur Israël. D'ailleurs, Israël possède la bombe nucléaire, la Turquie non. Je ne vois pas très bien comment cela pourrait rééquilibrer la situation entre la Turquie et Israël. Mais c'est sa principale préoccupation. Eh bien, je pense que les Turcs finiront par obtenir une arme nucléaire. Je pense que oui. Franchement, Matt, la façon dont cette guerre s'est déroulée contre l'Iran va semer beaucoup de doutes dans l'esprit de nombreuses personnes dans la région, et pas seulement dans la région, mais aussi au-delà. Beaucoup de pays vont se demander quelle serait notre réaction à nous. Ici, au Brésil, Lula a dit « Nous, on n'en a pas. On a des drones, mais pas des drones capables de riposter. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. » Il discute avec le gouvernement sud-africain pour développer de nouveaux drones ou de nouvelles capacités, notamment défensives, pour le Brésil. C'est énorme, parce que la guerre, elle, a bien eu lieu. On peut se dire que la guerre, c'est au Moyen-Orient, et que ça ne nous concerne pas vraiment. Parce qu'ici, en Amérique latine, il n'y a pas de guerre, pas de conflit actif. Donc, on n'a pas forcément besoin de s'en inquiéter autant. Mais les gens s'inquiètent quand même. Ils se demandent, et si demain quelqu'un nous attaquait? Si les États-Unis lançaient une attaque, qu'est-ce qu'on ferait? Ce sont de vraies questions, des questions très sérieuses ici, au Brésil. Le Brésil ne fait partie d'aucun conflit en ce moment, mais les gens réfléchissent comme ça. Alors imaginez les autres pays, en Asie de l'Ouest, en Asie de l'Est, comment ils se sentent face à tout ce chaos qu'on est en train de voir. Voilà. Exactement. Exactement. Je veux dire, comment peut-on dire ça? Comment pourrions-nous aller à Pyongyang, là, maintenant,
et leur dire, vous savez, vous vous trompez à propos de vos armes nucléaires. Ils ont tout à fait raison à propos de leurs armes nucléaires, non? Je veux dire, on pourrait peut-être organiser une séance et parler, tu vois, au fantôme de Muammar Kadhafi et lui dire, « Hey mec, t'aurais pas dû abandonner tes armes chimiques, hein ?» Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité que les États-Unis et leurs vassaux ont créée, parce que les Européens, les Japonais, les Australiens et d'autres les ont suivis là-dedans. Et donc voilà, c'est la réalité. Et bien sûr, avec le Brésil, oui. Enfin, regarde, pour les Brésiliens, si tu pars du principe, et c'est sans doute le bon, que les États-Unis, cette administration et leur politique étrangère vont continuer, que ce soit avec J.D. Vance ou Marco Rubio, disons, une version encore plus néoconservatrice de Rubio. Eh bien, je ne pense pas que qui que ce soit croit vraiment que J.D. Vance soit un vrai partisan de l'America First, et qu'il n'aura pas, tu vois, Alex Karp, Peter Thiel et d'autres qui auront son numéro direct s'il devient président des États-Unis. Comment peut-on penser qu'il y a la moindre chance de voir un changement dans la politique étrangère américaine, alors qu'elle a clairement affirmé vouloir faire de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, en quelque sorte, des colonies des États-Unis? Revenir au bon vieux temps où les États-Unis dominaient toute la région, comment peut-on croire que ce ne sera pas, au fond, leur objectif réel? Et puis, cette idée selon laquelle, parce qu'il n'y a pas de guerre en ce moment, il n'y en a pas eu, c'est absurde. La plupart des Américains, il faut le dire, ne sont pas très bons en histoire, surtout quand il s'agit d'autres pays. Mais il y a bien eu beaucoup de guerres en Amérique du Sud, non? Donc oui, cette possibilité existe bel et bien. Oui. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez en être la victime de cet impérialisme. Parce que même dans la stratégie de sécurité nationale du président, si on prend ce document au sérieux et qu'on voit un retrait du rôle américain dans d'autres régions du monde, comme l'Europe ou le Moyen-Orient, c'est clairement pour se concentrer sur l'hémisphère occidental. Donc vous voyez, Donald Trump recommence à menacer à propos du Groenland. Alors, si vous êtes en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, pourquoi ne penseriez-vous pas qu'il pourrait un jour faire quelque chose contre vous ou utiliser un intermédiaire, non? Du genre, OK, on va demander à nos copains, Milley et Cast, de faire le sale boulot à notre place, vous voyez. Voici le nouveau rapport, Matt. Axios a indiqué que les frappes de ce soir menées par les États-Unis seraient plus intenses. Et selon les dernières informations, l'aviation américaine procède actuellement à des ravitaillements dans le golfe Persique, avec des avions citernes décollant de Tel Aviv et du Qatar. Donc, je suppose qu'ils vont frapper les cibles situées à ces deux endroits, parce qu'ils ont dit hier qu'ils allaient attaquer les sites que les États-Unis utilisent pour frapper l'Iran. Et ils devraient le faire. Oui, ils devraient. Moi, peut-être que si je conseillais les Iraniens, je leur dirais d'attendre un peu avec les Israéliens, qu'on ne leur donne pas le prétexte qu'ils cherchent pour revenir dans cette guerre. Mais Doha là, oui, je frapperai le Qatar sans hésiter. Absolument. Parce que franchement, le monde fait face à quelque chose de très grave. Et l'idée qu'il faudrait faire preuve de retenue face à ces puissances, ça a été prouvé encore et encore comme étant une erreur, non? Faux même. Dangereux en soi. Bien sûr, il faut rester sage, il faut être prudent. Of course, you want to be wise, you want to be prudent, you don't want to do what your enemy wants you to do, which is why Il ne faut pas faire ce que ton ennemi veut que tu fasses. C'est pour ça que je dirais, n'attaque pas Israël, parce que c'est exactement ce que les Israéliens veulent que tu fasses. Mais en revanche, laisser ces États vassaux s'en tirer après avoir soutenu les États-Unis, puis se plaindre quand ils se font frapper en retour, ça, tu ne peux pas le permettre. De la même manière, pour la fermeture du détroit d'Ormuz, selon moi,
Il ne faut pas laisser cette série d'attaques se poursuivre, puis rouvrir immédiatement le détroit. Tu peux pas laisser ça devenir un échange de 2 ou 3 jours, un coup pour un coup, comme on l'a déjà vu, et puis au 4e ou au 5e jour, hop, le détroit est de nouveau ouvert. On ne peut pas laisser faire ça. Les Iraniens doivent rester, disons, disproportionnés. Ils doivent utiliser leur influence, ce qu'ils contrôlent. Donc ils doivent dire, aujourd'hui, c'est le dernier jour de frappe, et les détroits d'Ormuz ne rouvriront pas avant mercredi prochain. C'est ce qu'ils doivent faire. Et puis, bien sûr, quand on parle de ce qui se passe en dehors des détroits du Golfe Persique ou de l'Iran directement, qu'est-ce que l'Iran cherche à obtenir au Liban? On entend d'ailleurs depuis 1 ou 2 semaines de plus en plus parler de l'Iran et de la Palestine. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, je pense que les Iraniens doivent fermer les détroits d'Ormuz et nous entraîner dans une dépression mondiale. Je pense qu'ils doivent fermer le détroit d'Ormuz et nous entraîner vers une catastrophe, un cataclysme qui forcera un réagencement des choses bien plus profond que celui qu'on a vu ces derniers mois au Moyen-Orient. En fait, presque un réagencement mondial. Je pense qu'il faut exercer une pression directe sur les Américains. Il faut frapper durement la Maison-Blanche, atteindre le président, en provoquant encore une fois une dépression mondiale, pour obtenir le moindre effet sur la politique israélienne et américaine au Liban, et encore plus en Palestine. Je peux imaginer que les Israéliens et les Américains, concernant le Liban, soient prêts à faire certaines concessions, surtout s'ils parviennent à faire exécuter par l'armée libanaise ce qu'elle dit vouloir faire, et que les Israéliens puissent accepter une zone tampon, une zone de sécurité. Je peux très bien imaginer que ça se passe comme ça. Mais pour la Palestine, je ne vois rien d'autre se produire, à part le génocide qui continue à Gaza et l'annexion et le nettoyage ethnique qui se poursuivent en Cisjordanie. Et la seule façon d'arrêter ça, c'est de frapper les Américains très durement. La seule manière pour les Iraniens d'y parvenir, ce serait de fermer le détroit d'Ormuz pendant des mois, voire peut-être des années, de détruire les infrastructures énergétiques dans toute la région et de plonger le monde dans une dépression économique mondiale, celle pour laquelle Donald Trump disait avoir signé le protocole d'accord. Je veux dire, Donald Trump a rendu un grand service en expliquant, lors du G7 il y a quelques semaines, qu'il ne voulait pas devenir un nouveau Herbert Hoover. Je pense que ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Et donc, si les Iraniens, je ne vois personne d'autre en ce qui concerne les Palestiniens, je ne vois personne d'autre capable ou prêt à faire quoi que ce soit pour eux. Le sort des Palestiniens, pour nous, il est clair. Pendant qu'Israël poursuit le génocide, les gens ne font pas attention à ça. Ils devraient. On parle encore d'une nouvelle offensive militaire israélienne dans les 30% de Gaza qu'ils ne contrôlent pas. Mais on voit bien que l'aide humanitaire est en dessous de 25% de ce qu'il faudrait. On voit les Israéliens continuer à tuer des Palestiniens chaque jour. On voit 3 malades du cancer mourir chaque jour. On voit simplement la destruction continue de la vie et plus encore de toute la société là-bas. Et le but, comme on l'a répété encore et encore, c'est au final la destruction de ce peuple et son élimination de cette terre. Et nous, on est là à regarder ça année après année. Et si les Iraniens ne font rien, personne d'autre ne le fera. Je ne veux pas entendre dans les commentaires parler de la Chine ou de toutes ces bêtises, parce que ça n'arrivera pas. Il faut que ça vienne des Iraniens. Et les Iraniens doivent faire quelque chose d'aussi fort, d'aussi radical, que ça secoue le monde entier pour sauver les Palestiniens. Sinon, on verra ce peuple exterminé. Dans 5 ans, 10 ans, ce sera un peuple perdu. Oui. Matt, il y a certaines inquiétudes aux États-Unis, surtout parmi ceux qui ont voté pour Donald Trump. L'un d'eux,
c'est Tucker Carlson. Il parle de cette nouvelle initiative au Congrès. Il voudrait fusionner les forces armées américaines et israéliennes. Et quand on regarde ce genre d'idées, d'un côté, ils disent vouloir être indépendants des États-Unis. Mais de l'autre, on voit qu'ils se rapprochent encore plus du cœur du système américain. Ils veulent avoir accès aux principaux centres de décision de l'armée, aux états-majors. And what do you make of it for, There was a thing several months ago. Vous savez, il y a quelques mois, Netanyahou l'a dit, et d'autres en Israël l'avaient déjà dit, il y a 1 an ou 2 au moins. Cette idée qu'il faut faire d'Israël une sorte de Sparte, vous voyez, que le pays doit devenir une forteresse. Israël doit pouvoir se tenir debout tout seul. On ne peut pas toujours compter sur les États-Unis pour nous soutenir comme ils l'ont fait. Franchement, je pense qu'il y a une part de sagesse là-dedans pour les Israéliens. Mais l'idée qu'ils allaient développer leur propre industrie, qu'ils allaient très bien, ces murs politiques, diplomatiques, de renseignement, économiques, pour se protéger, je pense que c'est à moitié juste. Mais je pense que ce qu'ils comprennent surtout, c'est que la meilleure façon d'assurer le soutien continu des États-Unis, c'est littéralement de devenir une partie des États-Unis. Je veux dire, on entend souvent des responsables américains parler d'Israël comme du 436e district du Congrès. C'est une expression qu'a utilisée Mike Huckabee. L'ambassadeur en Israël le dit tout le temps. Et même Hakeem Jeffries, le chef de la minorité à la Chambre des représentants, celui qui deviendrait probablement président de la Chambre si les démocrates remportaient les élections en novembre, eh bien, lui aussi l'a dit. Je veux dire, il y a cette façon un peu ironique de parler d'Israël comme du 51e État. Et c'est vrai que leur pouvoir politique dépasse celui de n'importe lequel de nos 50 États. Alors, rendons ça concret. Intégrer les Israéliens dans le système américain d'une manière telle qu'ils ne puissent plus en être exclus. Et maintenant, c'est la section 219. Avant, c'était la section 224. Cette mesure va intégrer les Israéliens dans le complexe militaro-industriel américain à tous les niveaux. Et il y a 2 ou 3 autres volets à cela. D'autres sections du NDAA qui prévoient la même chose pour le renseignement, d'accord, pour aller plus loin dans la technologie, dans l'industrie. Donc c'est très solide, c'est complet si on veut utiliser un peu le langage du département de la défense et de l'industrie. Mais l'idée, c'est qu'un poste va être créé au sein du département de la défense qu'on appellera agent exécutif. Et cette personne aura tous les pouvoirs. Personne ne pourra la contredire. Peut-être le président ou le secrétaire à la défense. Mais à part eux, aucune fonction, aucune institution, aucune organisation, aucun organe du département de la défense et par extension de tout l'appareil de sécurité national des États-Unis ne pourra passer au-dessus de cet agent exécutif. En revanche, cet agent exécutif pourra lui passer au-dessus de tout le monde. En pratique, cette personne deviendra une sorte de tsar d'Israël au sein du gouvernement américain, ce qui permettra à tout de se produire. Alors, disons le président. Ça s'appelle le Defense Transfer Board ou quelque chose comme ça. C'est l'organisme qui dit « Non, cette technologie est trop sophistiquée pour être donnée à un autre pays. » Mais cet agent exécutif peut décider, peu importe, on va la donner à Israël. Voilà. C'est pareil pour le renseignement, par exemple. Je crois que c'est le sénateur Tom Cotton qui a présenté un projet de loi obligeant le partage des renseignements avec Israël. Les Israéliens reçoivent toutes les informations qu'ils veulent. Tout ce qu'ils demandent, ils l'obtiennent. Et si je ne me trompe pas, c'est la section 662. Oui, la 662. C'était bien Tom Cotton? Oui, je crois que c'était lui. Donc en gros, la communauté du renseignement dit « Non, on ne peut pas donner ça aux Israéliens. C'est trop sensible, trop important. »
Et dans ce cas, le président doit aller devant le Congrès pour expliquer pourquoi il refuse de transmettre ces renseignements à Israël. Je veux dire, c'est exactement de ça qu'on parle ici. Faire en sorte que les Israéliens fassent partie du système américain. Franchement, c'est vraiment brillant. C'est même assez ingénieux. Plutôt que de dire « on va faire d'Israël une forteresse, on sera toujours de notre côté, on ne dépendra pas des Américains », non. L'idée, c'est de faire en sorte que cette question de dépendre ou non des Américains ne se pose même plus, parce qu'on est avec eux. On fait partie des Américains et eux font partie de nous. Et le Congrès américain fait tout son possible pour que ça passe. Ro Khanna et Tom Massie, à la Chambre des représentants, ont essayé d'obtenir un vote pour retirer cette disposition, la section 219, de la loi d'autorisation de la défense nationale, qu'on appelle le NDAA pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont les instructions du Congrès pour le département de la Défense, pour l'armée. Tout ce qui touche à la sécurité nationale. En gros, ça fixe un budget, mais surtout, ça établit les lois qui définissent ce que l'armée peut faire ou ne pas faire. Ça fixe les politiques, ça fixe les priorités. C'est énorme et c'est très important. Et oui, Tom Massie et Ro Khanna ont essayé d'obtenir un vote pour retirer la section 219 de la NDAA, mais on ne leur a même pas permis de voter là-dessus. Du coup, Massie l'a réintroduit et va retenter le coup après la pause estivale. Donc, dans quelques semaines, il va essayer à nouveau d'obtenir un vote. Mais rien ne garantit que cette proposition arrivera jusqu'à l'hémicycle pour être votée. Voici ce que Tucker Carlson a dit dans son dernier podcast, Matthew. Le Congrès veut fusionner l'armée américaine avec l'armée israélienne. C'est vrai ça? Qu'est-ce que vous en savez? La loi sur l'autorisation de la défense nationale prévoit l'intégration de l'armée israélienne et de l'armée américaine au plus haut niveau, les plus sensibles, de nos opérations militaires. En clair, elles sont en train de fusionner. Parmi toutes les armées avec lesquelles vous auriez pu vous associer, pourquoi choisir la seule au monde qui est en train de commettre un génocide? Si cette disposition a été intégrée dans le projet de loi, personne ne sait qui l'a ajoutée. On ne sait pas qui l'a poussée. Mais on sait d'où vient l'idée. Benjamin Netanyahou, c'est lui qui s'en attribue le mérite. Ah bon? Oui, c'est son idée. C'est littéralement de la trahison. Tu remets ton gouvernement entre les mains d'un gouvernement étranger contre la volonté de ton propre peuple, celui qui paye pour tout. S'il y a bien une raison valable de bloquer Washington, c'est celle-là. Eh bien, je me souviens d'une époque où je n'aurais jamais cru qu'on verrait une conversation entre Nima Al-Khorshid et Tucker Carlson. Oui, mais franchement, on a de la chance de les avoir tous les deux. Et oui, je pense qu'ils ont été assez clairs là-dessus, Nima. Oui, c'est une grande source d'inquiétude pour beaucoup de gens. Oui, et ça va passer. Enfin, je pense. On verra bien. Si on arrive à attirer suffisamment d'attention dessus, s'ils pouvaient, j'aimerais bien les voir essayer d'obtenir une discharge petition pour forcer un vote. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne quand on parle en gros d'amendement ou de section d'un texte comme le NDAA. Est-ce qu'une discharge petition obligerait vraiment à voter? C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire publier les dossiers Epstein. Ils ont utilisé une discharge petition. En gros, ça veut dire que assez de membres de la Chambre des représentants la signent pour que le président de la Chambre soit obligé d'organiser un vote. Je ne sais pas si ça s'applique dans ce cas précis, à quelque chose comme ça. Donc, peut-être que si c'est possible, il y a une chance que ça marche, parce que clairement le Sénat et le peuple américain sont contre cette mesure.
Et tout ça, ça ne fera qu'attiser encore plus la colère, à la fois contre le gouvernement américain et contre le gouvernement israélien, au fur et à mesure que ça avance. Mais c'est justement le but. Le but, c'est de créer cette intégration, de mettre en place ce système, de forger ce lien qu'on ne peut plus séparer, pour protéger, pour isoler les gouvernements américains et israéliens du peuple américain. Alors je peux très bien imaginer, dans 5 ans, les derniers sondages d'opinion montrant que 80% des Américains ne soutiennent plus l'aide des États-Unis à Israël. Mais bon, on ne peut rien y faire, parce que légalement, les Israéliens obtiennent tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça, justement. Quand on regarde ça, c'est magistral. C'est du génie, de leur point de vue. Et c'est pour ça que pour nous, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça qu'on devra toujours se battre contre ça. Ce n'est jamais, jamais une victoire pour nous. Il n'y a que le combat, toujours. Et c'est tout ce qu'on a. Parce que quoi qu'on fasse, même quand on réussit quelque chose, comme ces dernières années, amener le peuple américain à complètement changer d'avis sur Israël, eh bien, tout le mérite revient à des gens comme vous et à tous les autres podcasteurs, animateurs sur YouTube, journalistes indépendants, médias alternatifs, comme Dropsite, Grayzone, Minpress et d'autres encore. Vous avez informé les gens, et ce travail s'est diffusé à travers un réseau beaucoup plus large de commentateurs, d'animateurs de podcasts et d'autres journalistes. Parce que, soyons clairs, le public américain ne s'est pas retourné à juste titre contre Israël à cause de ce que disaient NBC, le Washington Post ou CNN. Ils ont changé d'avis à cause de ce qu'ils entendaient dans les médias indépendants. Donc d'accord, on a réussi sur ce point. Une belle victoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue parce qu'on voit bien ce qu'ils font. D'accord, si vous allez dans cette direction, alors on va simplement vous retirer la possibilité d'influencer le Congrès. Exactement. Et le Congrès n'aura plus jamais à voter pour donner des milliards de dollars à Israël. Ce sera automatique. Personne n'aura à voter contre. Et même si un jour vous avez un président, je ne sais pas qui, mais disons un président Kana ou un président Massey, qui veut mettre fin à toute aide à Israël, eh bien tant pis, il ne pourra pas. C'est la loi fédérale. Vous ne pouvez rien y faire, président Kana ou président Massey. Oui, exactement. Merci Matthew. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Très bien. Merci Nima.